Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit, merci d'être avec nous. Nous poursuivons ce soir le roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Nous sommes donc en train de suivre les aventures du jeune narrateur et sa recherche du trésor. Chapitre 6, les papiers du capitaine. Nous allâmes bon train jusqu'à la porte du docteur Livesey, où l'on fit halte. La façade de la maison était plongée dans l'obscurité. Monsieur Dance m'ordonna de sauter à bas et d'aller frapper, et Dogger me prêta son étrier pour descendre. La porte s'ouvrit aussitôt et une servante parut. « Est-ce que le docteur Livesey est chez lui ?» demandai-je. Elle me répondit négativement. Il était rentré dans l'après-midi, mais était ressorti pour dîner au château et passer la soirée avec le chevalier. « Eh bien, garçon, allons-y, » dit Monsieur Dance. Cette fois, comme la distance était brève, je restai à pied et courus auprès de Dogger, je ne sais pas trop comment on dit, en me tenant à la courroie de son étrier. On passa la grille et on remonta l'avenue aux arbres dépouillés, entre de vastes et vénérables jardins dont le château, tout blanc sous le clair de lune, fermait la perspective. Arrivé là, M. Dance mit pied à terre et fut au premier mot introduit dans la maison, où je l'accompagnai. Nous suivîmes le valet au long d'un corridor tapissé de nattes et pénétrâmes enfin dans une bibliothèque spacieuse aux multiples rayons, chargée de livres et surmontée de bustes, où le chevalier et le docteur Livesey fumaient leurs pipes, assis aux deux côtés d'un feu ronflant. Je n'avais jamais vu le chevalier d'aussi près. C'était un homme de haute taille, dépassant 6 pieds, et de carrure proportionnée à la mine fière et brusque, au visage tanné, couperosé et ridé par ses longues pérégrinations. Ses sourcils très noirs et très mobiles lui donnaient un air non pas méchant, à vrai dire, mais plutôt vif et hautain. « Entrez, monsieur Dance, dit-il avec une majesté familière. « Bonsoir, Dance, fit le docteur avec un signe de la tête. Et bonsoir aussi, Jim. Quel bon vent vous amène ?» L'inspecteur, dans une attitude militaire, débita son histoire comme une leçon, et il fallait voir les deux messieurs avancer la tête et s'entre-regarder, si surpris et attentifs qu'ils en oubliaient de fumer. Lorsque le narrateur leur conta le retour de ma mère à l'auberge, le docteur Livesey se donna une claque sur la cuisse et le chevalier cria « Bravo !» en cassant sa longue pipe contre la grille du foyer. Bien avant la fin du récit, M. Trelawney, tel était, on s'en souviendra, le nom du chevalier, s'était levé de sa chaise et arpentait la pièce. Le docteur, comme pour mieux entendre, avait retiré sa perruque poudrée, ce qui lui donnait, avec son crâne aux cheveux noirs et tondu ras, l'aspect le plus singulier. Son récit terminé, M. Dance se tut. « Monsieur Dance, lui dit le chevalier, vous êtes un très digne compagnon. Pour le fait d'avoir passé sur le corps de ce sinistre et infâme gredin, c'est à mon sens une œuvre pie, monsieur, comme c'en est une d'écraser un cafard. Notre petit Hawkins est un brave à ce que je vois. Hawkins, voulez-vous sonner ? Monsieur Dance boira bien un verre de bière. » Ainsi donc, Jim, interrogea le docteur, vous avez l'objet qu'il cherchait, n'est-ce pas ? Le voici, monsieur. Et je lui remis le paquet de toile cirée. Le docteur l'examina en tous sens. Visiblement, les doigts lui démangeaient de l'ouvrir, mais il s'en abstint et le glissa tranquillement dans la poche de son habit. « Chevalier, dit-il, quand Dance aura bu sa bière, il va comme de juste reprendre le service de sa majesté. Mais j'ai l'intention de garder Jim Hawkins. Il passera la nuit chez moi. En attendant, il faut qu'il soupe, et avec votre permission, je propose de lui faire monter un peu de pâté froid. » « Bien volontiers, Livesey, répliqua le chevalier, mais Hawkins a mérité mieux que du pâté froid. En conséquence, un copieux ragoût de pigeon me fut servi sur une petite table, et je mangeais avec appétit car j'avais une faim de loup. Monsieur Dance, comblé de nouvelles félicitations, se retira enfin. « Et maintenant, chevalier, dit le docteur. « Et maintenant, Livesey, dit le chevalier, juste en même temps. » Chacun son tour, pas tous à la fois, plaisanta le docteur Livesey. Vous avez entendu parler de ce Flint, je suppose.
Si j'ai entendu parler de lui, s'exclama le chevalier, vous osez le demander? C'était le plus atroce forban qui eût jamais navigué. Comparé à Flint, Barbe-Bleue n'était qu'un enfant. Les Espagnols avaient de lui une peur si excessive que, je vous le déclare, monsieur, il m'arrivait parfois d'être fier qu'il fût anglais. J'ai vu de mes yeux paraître ces huniers qui commandent au large de l'île Trinité, et le lâche fils d'Ivrogniès qui commandait notre navire s'est enfui. Oui, monsieur, s'est enfui et réfugié au port d'Espagne. Eh bien, moi aussi j'ai entendu parler de lui en Angleterre, reprit le docteur. Mais ce n'est pas la question. Dites-moi, possédait-il de l'argent? S'il possédait de l'argent, mais n'avez-vous donc pas écouté l'histoire? Que cherchaient ces canailles sinon de l'argent? De quoi s'inquiètent-ils sinon d'argent? Pourquoi risqueraient-ils leur peau infâme sinon pour de l'argent? C'est ce que nous allons voir, repartit le docteur. Mais vous prenez feu d'une façon déconcertante et avec vos exclamations, je n'arrive pas à placer un mot. Laissez-moi vous interroger. En admettant que j'ai ici dans ma poche un indice capable de nous guider vers le lieu où Flint a enterré son trésor, croyez-vous que ce trésor serait considérable? S'il serait considérable, monsieur, il le serait tellement que si nous possédions l'indice dont vous parlez, je nolise un bâtiment dans le port de Bristol, je vous emmène avec Hawkins, et j'aurai ce trésor dû sa recherche me prendre un an. Parfait. Alors donc, si Jim y consent, nous ouvrirons le paquet. Et il le déposa devant lui sur la table. Le paquet était cousu, ce qui força le docteur à prendre dans sa trousse ses ciseaux chirurgicaux pour faire sauter les points et dégager son contenu, à savoir un cahier et un pli scellé. « Voyons d'abord le cahier, dit le docteur. Celui-ci m'avait appelé auprès de lui, mon repas terminé, pour me faire participer au plaisir des recherches. Nous nous penchâmes donc, le chevalier et moi, par-dessus son épaule, tandis qu'il ouvrait le document. On ne voyait sur sa première page que quelques spécimens d'écriture, comme on en trace la plume à la main, par désœuvrement ou pour s'exercer. J'y retrouvais le texte du tatouage. Billy Bones s'en fiche, et aussi Monsieur M.W. Bones, premier officier. Il l'a eu au large de Palm Cay et d'autres bribes, principalement des mots isolés et dépourvus de signification. Je me demandais qui l'avait tué, et ce qu'il avait tué. Un coup de poignard dans le dos, apparemment. Cela ne nous apprend pas grand-chose, dit le docteur Livesey en tournant le feuillet. Les 10 ou 12 pages suivantes étaient remplies par une singulière liste de recettes. Une date figurait au bout de la ligne, et à l'autre bout, la mention d'une somme d'argent comme dans tous les livres de comptabilité, mais entre les deux mentions, il n'y avait, en guise de texte explicatif, que des croix, en nombre variable. Ainsi, le 12 juin 1745, une somme de 70 livres était nettement portée au crédit de quelqu'un, et 6 croix remplaçaient la désignation du motif. Par endroits, un nom de lieu s'y ajoutait, comme au large de Caracas, ou bien une simple citation de latitude et longitude, par exemple 62e 1720, 19e 240. Les relevés s'étendaient sur une vingtaine d'années, les chiffres et des recettes successives s'accroissaient à mesure que le temps s'écoulait, et à la fin, après 5 ou 6 additions fautives, on avait fait le total général avec ces mots en regard. Pour Bones, sa pelote. Je n'y comprends rien. Cela n'a ni queue ni tête, dit le docteur. C'est pourtant clair comme le jour, s'écria le chevalier. Nous avons ici le livre de compte de ce noir scélérat. Ces croix représentent des vaisseaux coulés ou des villes pillées. Les sommes sont la part du bandit, et pour éviter tout équivoque, il ajoutait au besoin quelque chose de plus précis. Tenez, au large de Caracas. Il s'agit d'un infortuné navire, capturé dans ces parages. Dieu ait pitié des pauvres gens qui le montaient. Ils sont réduits en corail depuis longtemps. Exact, s'écria le docteur. Voilà ce que c'est d'être un voyageur. Exact. Et tenez, plus il monte en garde, plus les sommes s'élèvent. En dehors de cela, le cahier ne contenait plus guère que les positions de quelques lieux, notées sur les pages libres de la fin, et une table d'équivalence pour les monnaies françaises, anglaises et espagnoles. « Quel homme soigneux !» s'écria le docteur. « Ce n'est pas lui qu'on aurait roulé.
Et maintenant, reprit le chevalier, à l'autre. Le papier avait été scellé en divers endroits avec un dé en guise de cachet. Le dé même, qui sait, trouvé par moi dans la poche du capitaine. Le docteur brisa avec précaution les sceaux de l'enveloppe et il s'en échappa la carte du Nil où figuraient latitude et longitude, profondeur, nom des montagnes, baies et passes, bref, tous les détails nécessaires à un navigateur pour trouver sur les côtes un mouillage sûr. D'environ 9 milles de long sur 5 de large et figurant à peu près un lourd dragon dressé, elle offrait 2 havres bien abrités et vers son centre, un mont dénommé la Longue-Vue. Il y avait quelques annotations d'une date postérieure, en particulier 3 croix à l'encre rouge, dont 2 sur la partie nord de l'île et une au sud-ouest, plus, à côté de cette dernière, de la même encre rouge et une petite écriture soignée, sans nul rapport avec les caractères hésitants du capitaine, ces mots. Ici le principal du trésor. Au verso, la même main avait tracé ses instructions complémentaires. Grand arbre, contrefort de la Longue-Vue, point de direction NNE car N, île du squelette ESE car E, 10 pieds. Les lingots d'argent sont dans la cache nord. Elle se trouve dans la direction du mamelon est, à 10 brasses au sud du rocher noir qui lui fait face. On trouvera sous peine, sans peine, les armes, dans la dune de sable à l'extrémité nord du cap de la baie Nord, direction est car nord. Signé J.F. Rien d'autre, mais tout laconique qu'il était, et pour moi incompréhensible, ce document remplit de joie le chevalier et le docteur Livesey. « Livesey » dit le chevalier. Vous allez nous lâcher tout de suite votre stupide clientèle. Demain, je pars pour Bristol. En 3 semaines, que dis-je, 3 semaines, 15 jours, 8 jours, nous aurons, monsieur, le meilleur bateau d'Angleterre et la fleur des équipages. Hawkins nous accompagnera comme garçon de cabine. Vous ferez un excellent garçon de cabine, Hawkins. Vous, Livesey, vous êtes le médecin de bord. Moi, je suis l'amiral. Nous emmènerons Redruth, Joyce et Hunter. Nous aurons de bons vents, une traversée rapide, pas la moindre difficulté à trouver l'endroit et de l'argent à gogo. À remuer à la pelle, à faire des ricochets avec pour le restant de nos jours. Trelawney, répliqua le docteur, j'irai avec vous et je vous garantis que Jim en fera autant et ne rechignera pas à la besogne. Il n'y a qu'un seul homme qui m'inspire des craintes. Qui donc, monsieur ? Nommez-moi ce coquin. C'est vous, riposta le docteur, car vous ne savez pas vous taire. Nous ne sommes pas les seuls à connaître l'existence de ce document. Ces individus qui ont attaqué l'auberge cette nuit, des gredins audacieux et sans scrupules, et leurs compagnons restés à bord du chasse-marée, et d'autres encore, je suppose, pas bien loin d'ici, du premier au dernier, sont décidés à tout pour obtenir cet argent. Aucun de nous ne doit demeurer seul jusqu'au moment de l'appareillage. En attendant, Jim et moi, nous restons ensemble, et vous emmenez Joyce et Hunter pour aller à Bristol. Mais avant et par-dessus tout, pas un mot ne doit transpirer de notre découverte. Livesey, vous êtes la raison même. Je serai muet comme la tombe. Deuxième partie, le maître-coq. Chapitre 7. Je me rends à Bristol. Les préparatifs de notre appareillage furent plus longs que ne l'avait prévu le chevalier, et pas un de nos projets primitifs, pas même celui du docteur Livesey, de me garder avec lui, ne se réalisa selon nos intentions. Le docteur fut obligé d'aller à Londres pour trouver un médecin à qui confier sa clientèle. Le chevalier était fort occupé à Bristol et je restais au château, sous la surveillance du vieux Redruth, le garde-chasse. J'étais quasi prisonnier, mais la mer hantait mes songes avec les plus séduisantes perspectives d'aventure en des îles inconnues. Des heures entières, je rêvais à la carte, dont je me rappelais nettement tous les détails. Assis au coin du feu dans la chambre de l'intendant, j'abordais cette île en imagination par tous les côtés possibles. Je l'explorais dans toute sa superficie. J'escaladais à 1000 reprises la montagne dite Longue-Vue et découvrais de son sommet des paysages aussi merveilleux que divers. Tantôt l'île était peuplée de sauvages qu'il nous fallait combattre,
tantôt pleine d'animaux féroces qui nous pourchassaient, mais aucune de mes aventures imaginaires ne fut aussi étrange et dramatique que devait l'être pour nous la réalité. Plusieurs semaines s'écoulèrent de la sorte. Un beau jour arriva une lettre adressée au docteur Livesey avec cette mention. À son défaut, Tom Redruth ou le jeune Hawkins en prendront connaissance. Suivant cet avis, nous lûmes, ou plutôt je lus, car le garde-chasse n'était guère familiarisé qu'avec l'imprimé, les importantes nouvelles qui suivent. Auberge de la Vieille Ancre, Bristol, ce 1er mars 1700. Mon cher Livesey, ignorant si vous êtes de retour au château ou encore à Londres, je vous écris de part et d'autre en double expédition. J'ai acheté et équipé le navire. Il est à l'ancre, prêt à appareiller. Vous ne pouvez imaginer goélette plus exquise. Un enfant la manœuvrerait. 200 tonneaux. Nom, Hispaniola. Je l'ai eu par l'intermédiaire de mon vieil ami Blandly, qui s'est conduit là comme le plus étonnant des bons bougres. Ce merveilleux gars s'est dévoué littéralement à mon service, et je dois dire que tout le monde dans Bristol en a fait autant. Dès qu'on a eu vent du port vers lequel nous cinglons, c'est-à-dire le trésor. Redruth, dis-je, interrompant ma lecture, voilà qui ne plaira guère au docteur Livesey. Monsieur le chevalier a parlé, pour finir. Eh mais, n'en a-t-il pas bien le droit ? Grommela le garde-chasse. Ce serait un peu fort que monsieur le chevalier doive se taire à cause du docteur Livesey, il me semble. Sur quoi je renonçai à tout commentaire et lus sans plus m'interrompre. C'est lui, Blandly, qui dénicha l'Hispaniola, et il manœuvra si admirablement qu'il réussit à avoir pour un morceau de pain. Il y a dans Bristol une catégorie de gens excessivement prévenus contre Blandly. Ils vont jusqu'à déclarer que cette honnête créature ferait n'importe quoi pour de l'argent, que l'Hispaniola lui appartenait et qu'il me l'a vendue ridiculement cher. Calomnie trop évidente. Nul d'ailleurs n'ose contester les mérites du navire. Jusque-là, pas une anicroche. Les ouvriers, gréeurs et autres, étaient, il est vrai, d'une lenteur assommante, mais le temps y apportait remède. Mon vrai souci concernait l'équipage. Je voulais une bonne vingtaine d'hommes en cas de rencontre avec des indigènes, des forbans ou ces maudits Français, et j'avais eu une peine du diable à en recruter une pauvre demi-douzaine, lorsqu'un coup de chance des plus remarquables me mit en présence de l'homme qu'il me fallait. Je liais conversation avec lui par un pur hasard, comme je me trouvais sur le quai. J'appris que c'était un vieux marin qui tenait un cabaret et connaissait tous les navigateurs de Bristol. Il en devenait malade de rester à terre et n'attendait qu'un bon engagement de maître-coq pour reprendre la mer. C'était, me conta-t-il, pour aspirer un peu l'air salin qu'il s'était traîné jusque-là ce matin. Je fus excessivement touché, vous l'auriez été vous-même, et, par pure compassion, je l'enrôlai sur le champ comme maître-coq du navire. Il s'appelle Long John Silver et il lui manque une jambe, mais c'est à mes yeux un mérite, car il l'a perdu en défendant son pays sous les ordres de l'immortel Hawke. Et il n'a pas de pension, Livesey. Songez en quelle abominable époque nous vivons. Eh bien, monsieur, je croyais avoir simplement trouvé un cuisinier, mais c'est tout un équipage que j'avais rencontré. À nous deux, Silver et moi, nous recrutâmes en peu de jours une troupe des plus solides vieux loups de mer qu'on puisse imaginer. Pas jolis, mais à en juger par leur mine, des gars d'un courage à toute épreuve. Je vous garantis que nous pourrions résister à une frégate. Même, Long John se débarrassa de 2 hommes sur les 6 ou 7 que j'avais déjà retenus. Il me démontra sans peine que c'était là de ces marins d'eau douce qu'il nous fallait précisément craindre dans une sérieuse occurrence. Je suis d'une humeur et d'une santé admirables. Je mange comme un ogre, je dors comme une souche, et malgré cela, je n'aurai pas un moment de dépit avant de voir mes vieux mathurins virer au cabestan. Au large, qu'importe le trésor, c'est la splendeur de la mer qui m'a tourné la tête. Ainsi donc, Livesey, faites diligence et venez sans perdre une heure si vous êtes mon ami.
que le jeune Hawkins aille tout de suite voir sa mère sous la garde de Redruth, et puis que tous deux gagnent Bristol au plus vite. Signé John Trelawney. Et c'est ainsi que s'achève cette lecture. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre soirée continue évidemment sur D8. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture.